Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, rassemblement de soutien au président Joseph Kabila à Kinshasa en République démocratique du Congo. 2 jours après le retour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi à Kinshasa, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut vendredi le stade Tata Raphaël pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Après plusieurs mois de léthargie, le tourisme burkinabé tente de se relancer. L'activité qui a chuté de 4% environ recherche les voies de son redéploiement. Quelle orientation stratégique pour une relance du secteur? Élément de réponse dans ce journal. Et puis l'Éthiopie participe aux Jeux Olympiques d'été Rio 2016 avec pour ambition de décrocher de nombreuses médailles. Au vu de l'importance de la participation du pays à cet événement de portée mondiale, le comité olympique et sportif du pays se mobilise activement afin de mettre les athlètes qualifiés dans les meilleures conditions de performance. En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en faveur de la majorité présidentielle. Ils sont venus nombreux ce vendredi au stade Tata Raphaël de Kinshasa afin d'exprimer leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'est au stade Tata Raphaël de Kinshasa que la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila a organisé ce vendredi 29 juillet un grand rassemblement pour manifester son soutien à Joseph Kabila, sensibiliser la population à s'enrôler pour les élections prochaines et aussi réitérer son attachement au dialogue politique national et inclusif que le pays organise sous la facilitation de l'ancien Premier ministre togolais Eden Kodjo. On a voulu montrer à la face nationale et internationale que le peuple congolais aime Kabila. Il a élu en 2011 et Kabila est toujours l'homme le plus populaire, le leader de la RDC. Aujourd'hui, nous avons voulu manifester notre soutien à Joseph Kabila, inviter la population à l'enrôlement et pouvoir dire à tout le monde que la majorité présidentielle soutient le dialogue et le dialogue avec Eden Kodjo maintenant. Et nous invitons les autres à se joindre à ce dialogue pour la paix, pour la stabilité et pour le bien des Congolais. Pour les partisans du président de la République, le rassemblement du vendredi 29 juillet est une démonstration de force qui ne s'arrêtera qu'à la victoire finale. Vous-même, vous contemplez que le stade est plein et même les abords. Les commentaires viennent d'eux-mêmes. Si vous voyez cette foule ici, vous savez qu'en politique, ce qui compte, c'est les rapports de force. Nous avons déjà le meeting du 7 ou du 14, et ainsi de suite d'ailleurs, parce que la majorité est une machine qui a commencé sa marche inéluctable vers une victoire attendue. Présidé par Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté à cette manifestation. Le pouvoir et l'opposition congolais, qui dans l'ensemble ont adhéré au schéma du dialogue dont les travaux préparatoires prévus pour le samedi 30 juillet ont été reportés, se lancent dans l'exercice de la popularité avec des manifestations publiques. L'opposition sera elle aussi réunie autour d'Étienne Tshisekedi pour un rassemblement le dimanche 31 juillet à Kinshasa. C'est dans ce même contexte que traîne le démarrage des travaux du comité préparatoire du dialogue national en République démocratique du Congo. Eden Kodjo, le facilitateur de l'Union africaine, a annoncé vendredi soir le report de l'ouverture des travaux du comité préparatoire de ces assises qui devaient commencer ce samedi. Ce report vise, je cite, à permettre à tous les acteurs de prendre leurs dispositions pour que la grande famille des participants au dialogue soit au grand complet, selon le communiqué. Consultation périodique avec le monde paysan en Guinée. Le président guinéen Alpha Condé a présidé ce mardi 26 juillet la réunion préparatoire de la journée des paysans de la Guinée forestière. Le chef de l'État semble donner une importance capitale à l'agriculture. Dans cette démarche, afin d'encourager les paysans dans leurs activités, des mesures ont été annoncées à l'instar de 7 rizeries qui vont être commandées pour transformer le riz dans les grandes zones de production. Le chef de l'État a aussi informé de l'arrivée des machines de fabrication des briques pour construire les magasins de stockage des produits agricoles. Écoutons à ce propos les précisions du président guinéen Alpha Condé. C'est évident que nos femmes ne peuvent pas transformer tout le riz. Les femmes transforment une partie, mais même dans les rizières, ces femmes qui vont travailler, ce sont des machines qui transforment le riz. Nous allons commander d'abord 7
le temps de calibrer nos paddies pour voir exactement quel est le calibrage. Ensuite, maintenant, on en commandera beaucoup d'autres en Chine. Mais il ne faut pas commander pour eux que ça ne corresponde pas à nos calibrages. Donc, nous allons mettre... Elage va mettre à Bouquet, Onert va mettre à Koba, et nous, on va mettre un à Senko, un à Sigring, un à Mandiana, Kankan, il y a les grandes régions productrices de riz. Ça, c'est pour le riz. Nous avons fait venir aussi des machines hydraformes de l'Afrique du Sud. Ces machines vont nous permettre de construire des hangars, et à la fois pour les machines, mais aussi des hangars pour stocker le riz qui va être transformé. J'ai déjà dit aussi à ceux qui importent le riz que nous allons fixer maintenant une règle. Si vous voulez importer 10 000 tonnes de riz, alors vous devez en même temps acheter 3 000 tonnes de riz local, obligatoirement. Mais ça suppose qu'on organise concrètement la commercialisation du riz. Il faut qu'on puisse transformer le riz, le stocker, organiser la commercialisation pour que progressivement le riz local remplace le riz d'importation. Ça, c'est pour assurer la sécurité alimentaire. Les États africains doivent réformer certains pans de leurs économies. Parmi les freins, l'énergie qui pèse sur la croissance des pays. L'électrification reste au cœur des défis majeurs de l'Afrique. De nombreuses initiatives sont ainsi mises en place, à l'instar de l'Agence africaine pour l'électrification, coordonnée par le président guinéen Alpha Condé. Les précisions de Paul de Singui. Le projet est ambitieux et vise à doter l'Afrique d'une couverture totale en électricité. Coordonné par le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, l'Agence africaine pour l'électrification devrait permettre au continent de passer d'un taux d'accès à l'électricité de 25% à 100% à l'horizon 2025. Nous n'allons pas seulement aux énergies renouvelables. Nous avons dit à Kigali, énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donne l'Europe, ça sera pour financer l'énergie renouvelable, mais pour qu'on aille vite, nous allons aussi employer l'énergie mixte, c'est-à-dire des pays financeront eux-mêmes l'énergie, soit avec le gaz, soit avec le charbon, mais à condition que ce soit l'énergie le moins polluant. Donc nous allons développer, marcher sur nos deux pieds, l'énergie renouvelable, mais aussi l'énergie mixte. Et progressivement, l'énergie mixte va être remplacée par l'énergie renouvelable progressivement. Mais dans un premier temps, pour qu'on aille vite, il faut aussi qu'on étudie d'autres énergies. Près de 600 millions d'Africains vivent sans un accès direct en électricité. La mise en œuvre de ce plan énergétique pourrait donc offrir une meilleure qualité de vie aux populations et conduire le continent vers un développement économique sans précédent. Mais selon des experts, la réussite de ce projet nécessite d'importants moyens financiers. Il faudrait environ 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans. Seul problème, pour l'heure, l'Agence africaine pour l'électrification ne dispose pas encore de cette somme. Si nos experts vont vite, nous pourrons annoncer officiellement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, annoncer officiellement l'accord entre l'Afrique et l'Union européenne, ce qui va aussi employer les autres pays, parce que vous savez, les États-Unis nous ont promis pour avoir l'Afrique, mais jusqu'à présent n'a pas reçu $1. Le Canada a promis 2 milliards de dollars. Nous pensons que si l'Afrique et l'Union européenne, l'Union africaine et l'Union européenne s'entendent et annoncent l'accord sur le financement sur 5 ans de 3 milliards d'euros chaque année, ça va aussi amener les autres à nous suivre. Donc je suis assez optimiste, étant donné l'engagement de l'Union européenne. Le projet d'électrification pour l'Afrique devrait être bouclé d'ici la COP22 qui se tiendra à Marrakech au Maroc. Après plusieurs mois de léthargie, le tourisme burkinabé tente à nouveau de se relancer. L'activité qui a chuté de 4% environ recherche les voies de son redéploiement. Explication dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Le tourisme au Burkina Faso connaît des difficultés depuis maintenant plusieurs mois. Une situation qui affecte l'ensemble des maillons de la chaîne, aussi bien dans la capitale que dans les autres régions du pays. Selon les services spécialisés du ministère de la Culture et du Tourisme, ce recul est nettement sensible par rapport au pic enregistré ces 3 dernières années. En 2013, le secteur avait totalisé 75 milliards de francs CFA de recettes dans l'hôtellerie et les voyages, avec l'arrivée de 506 600 touristes. Il faut dire que cette baisse est due notamment à la situation sociopolitique que le Burkina Faso a traversée en 2014-2015, voilà, avec notamment l'insurrection populaire, et puis en 2015 avec le coup d'État. Voilà, donc tous ces facteurs-là ont contribué à
à la baisse donc, du tourisme au Burkina Faso. Entre 2011 et 2015, les investissements directs dans le secteur s'élevaient à plus de 30 milliards de francs CFA pour la réalisation d'établissements touristiques et d'hébergement. Malgré ce développement, l'activité touristique a accusé une baisse de l'ordre de 3,5% en 2015. En plus des événements sociopolitiques qui ont affecté le secteur, la faible fréquentation du pays par les touristes est aussi due aux attaques terroristes de janvier 2016. Face à un secteur dont la relance est plus que d'actualité, il appartient aux parties prenantes d'intensifier la promotion selon des acteurs afin de susciter prioritairement l'intérêt des Burkinabés pour un tourisme interne. Il y a un certain nombre d'actions également, notamment au niveau de l'entrepreneuriat touristique. Voilà, donc il faut mettre en œuvre le fonds de développement touristique qui va permettre de développer davantage les différentes attractions pour donner beaucoup plus de valeur à l'image de notre pays. Secteur en proie à une certaine résilience, l'État en 2009 avait adopté la politique nationale du tourisme. Avec la vision de faire du pays une destination attractive et accessible de tous, il faudrait de l'avis d'observateurs que les autorités commencent à dissiper la peur chez les visiteurs, de sorte à les rassurer et à corriger les effets pervers du tourisme récepteur dans le pays. Les athlètes éthiopiens se préparent pour les JO de Rio au Brésil. Ces Jeux olympiques pour lesquels l'Éthiopie est qualifiée dans plusieurs disciplines sont très prestigieux pour le pays. Les athlètes éthiopiens ont fait le serment qu'ils mettront tout en œuvre pour ramener le plus de médailles olympiques. Les principaux espoirs éthiopiens reposent notamment sur l'athlétisme. Précision d'Idelet Mirabel-Bissou. À quelques jours des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil, l'heure est au dernier réglage. En Éthiopie, les athlètes se préparent pour la compétition. La délégation éthiopienne comptera dans ses rangs la triple championne olympique Tirunesh Dibaba et la spécialiste des courses de demi-fond et de fond Geleti Burka. Nous préparons la compétition depuis près de 8 mois. Nous aidons nos athlètes à se préparer pour assister aux Jeux Olympiques de Rio. Donc sur cette base, nous avons sélectionné les athlètes du 1er au 4e rang et avons fait de très bonnes préparations. Nous sommes donc prêts. Dieu merci, je suis en forme et en parfaite santé par rapport à l'année dernière. Et je crois que je suis bien préparée pour les Jeux Olympiques. Cependant, je sais que beaucoup d'autres athlètes de divers pays viennent aussi bien préparés et je sais que je dois faire mieux. Par conséquent, je pense que je vais me surpasser dans les compétitions et réaliser quelque chose d'unique pour moi-même et mon pays. Les Jeux Olympiques de cette année présenteront plus d'opportunités pour Dibaba qui tentera de remporter sa 4e médaille d'or olympique à Rio et devrait uniquement courir les 10 000 mètres, même si elle est également enregistrée comme une réserve pour les 5 000 mètres. Notre préparation se déroule bien. Nous avons fait tous les entraînements nécessaires et avons obtenu le minimum. Maintenant, puisqu'il y a une forte concurrence, nous perfectionnerons notre préparation. Depuis que l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a dit que l'Éthiopie figurait parmi les 5 pays pointés dans leur système de dépistage de dopage, le pays est surveillé et ce, après l'arrestation de Jema Eden, l'entraîneur de 1500 mètres détenteur du record du monde. Le pays qui a pour voisin le Kenya a pendant des années dominé la discipline. Pour éviter tout soupçon, près de 200 athlètes vont procéder à des tests de dopage avant les Jeux Olympiques du Brésil. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.